au niveau du macrophage, pour sortir par la suite à travers la ferroportine pour aller vers la circulation. Donc je passe rapidement, voilà le plan qu'on va suivre. Il faut connaître la ferritine, le métabolisme du fer, le rôle de l'hexidine, et puis après on va attaquer les étiologies de l'hyperferritinémie. On va voir comment évaluer cette hyperferritinémie en pratique clinique, surtout l'évaluation du retentissement et de la gravité, parce que l'hyperferritinémie, on va le voir, ne traduit pas toujours une surcharge en fer. Ça c'est important à rappeler. Puis quelle démarche diagnostique, un algorithme simplifié et comment traiter. Donc la ferritine, comme je l'ai bien dit, joue un rôle important dans l'organisme. C'est une protéine qui est responsable essentiellement de stockage du fer dans l'organisme. Mais il intervient comme agent pro-inflammatoire. Donc on prend rapidement, on peut avoir déjà une hyperferritinémie, une augmentation de la ferritine en cas de surcharge en fer, c'est-à-dire un stock de fer important, ou en cas d'inflammation. C'est-à-dire, on peut avoir une ferritine chargée en fer, comme on peut avoir une ferritine vide, non chargée en fer. Donc, c'est important à retenir. Voilà les étiologies des surcharges en fer, soit une surcharge en fer acquise ou génétique, une inflammation, mais il n'y a pas que ça. On peut avoir une ferritine élevée en cas de lyse cellulaire, donc sortie de la ferritine des cellules, que ce soit d'origine hépatique ou musculaire. Vous comprenez très bien dans l'approche diagnostique maintenant pour analyser tout ça, les transaminases, etc. Induction de la synthèse par l'alcool, donc un interrogatoire, ou l'origine génétique due à la mutation du gène de la ferritine. Donc on passe rapidement sur le métabolisme du fer, j'en ai déjà parlé, pour vous dire qu'il y a deux boules de fer dans l'organisme, celui absorbé qui ne constitue que 2 mg par l'entérocyte au niveau du génome, et essentiellement le recyclage et le stockage de fer par les macrophages à partir de la phagocytose des globules rouges chez les sangs, et puis soit il sera stocké sous forme de fer ou le faire sortir en cas de besoin par la ferroportine. La ferroportine intervient dans la sortie de fer des cellules, que ce soit de l'entérocyte ou des macrophages, et par la suite le fer plasmatique sera transféré par la transférine. On va aller comprendre pourquoi dans le bilan sanguin on a besoin de ça, notamment de la coefficient de saturation de la transférine pour comprendre l'étiologie de l'hyperferritinémie qui va véhiculer le fer vers les organismes. Tout ça, bien sûr, évidemment, est régulé par l'hepsidine qui est sécrétée par le foie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une hormone sécrétée par l'hépatocyte qui est elle-même régulée par des récepteurs membranaires que vous voyez ici, que j'ai cité tout à l'heure, qui est responsable, en cas de non-besoin en fer, de bloquer la ferroportine et éviter la sortie du fer, que ce soit de l'entérocyte ou des macrophages, vers le secteur plasmatique. Donc, en cas de mutation génétique de ces récepteurs, vous aurez une inhibition, une hypohepsidémie. Par conséquent, il y aura peu de blocage de fer. Vous aurez une sortie de fer importante de l'entérocyte et des macrophages. Et par conséquent, une surcharge en fer, une saturation de la transférine sera élevée. Et bien sûr, par conséquent, il y aura une libération de fer non liée à la transférine et en fait la forme toxique de fer. C'est pourquoi vous aurez en fait une toxicité de fer par rapport aux organes cibles et ça traduit la présentation clinique de l'hyperferritinémie, surtout en cas de déficit en hepsidine, où vous aurez une surcharge importante en fer, donc toxicité hépatique, cardiaque, pancréatique, neurologique. Alors, quelles sont les étiologies des hyperferritinémies maintenant? Les étiologies acquises, les étiologies génétiques. Les étiologies acquises les plus fréquentes, je dis tout à l'heure, l'hyperferritinémie ne traduit pas toujours surcharge en fer. Il faut savoir distinguer entre les deux. Pour les étiologies acquises les plus fréquentes sans surcharge en fer, généralement le diagnostic est simple et évident. Si le syndrome métabolique, c'est la première cause, l'inflammation, quelle qu'il soit, aiguë ou chronique, les hépatites aiguës ou l'hépatopathie chronique et l'alcoolisme. Avec surcharge, en fait, c'est l'origine hématologique. C'est simple, c'est l'interrogatoire, les transfusions itératives et c'est la limite. Sur la numération en formule. Et puis vous avez de l'autre côté les étiologies rares, sans surcharge en fer, c'est le syndrome d'activation macrophagique qu'on vous connaissez tous, ou surcharge en fer par erreur, je dirais médicamenteuse, par surcharge en fer par en thérapie.
Et de l'autre côté, vous aurez un problème génétique. C'est la situation la plus embarrassante en pratique clinique. La plus fréquente, de loin, c'est la mutation de gène HFE. Donc, c'est la porcine. Et puis, le plus rare, avec surcharge en fer avérée, c'est la maladie de transporteur, la maladie de la ferroportine ou la séroplasmie héréditaire. Et puis, de l'autre côté, vous avez les hémochromatoses génétiques par déficit d'hépsidine, plus rares que la mutation de gène HFE, c'est les autres types de 2 et 3. Et puis, les causes rares génétiques sans surcharge en fer maintenant, c'est le syndrome ferritine cataracte. Le diagnostic est simple, peut être posé sur la clinique et l'interrogatoire si vous êtes averti. Soit vous avez une cataracte bilatérale associée, soit vous avez la notion à l'interrogatoire une cataracte dans la famille qui a commencé très précocement dans la vie, surtout si c'est bilatérale. Et puis, le plus rare, c'est la maladie de Gaucher. Ça n'a rien à voir avec le métabolisme du fer. Rapidement, pour les hémochromatoses génétiques, j'ai dit qu'il peut s'agir d'un déficit en hepcidine, donc c'est la mutation des récepteurs qui vont être responsables de la sécrétion de l'hepcidine, ou des anomalies des transporteurs, notamment un dysfonctionnement, un déficit de la ferroportine, ce qu'on appelle la maladie de la ferroportine. Pour les déficits en hepcidine, il y en a plusieurs types, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils ont en fait le même phénotype. La transmission est autosomique récessive, pénétration incomplète. Relativement, il n'y aura pas beaucoup de cas dans la famille. Il y aura toujours une surcharge viscérale. La concentration de la saturation de la transférine est élevée. Et puis par la suite, la mutation de gène HFE qui est la plus fréquente, c'est à partir de l'âge de 30 ans. Si vous éliminez la mutation HFE, il faut penser à l'hémochromatose juvénile si la personne est âgée de moins de 30 ans et vous avez une surcharge sévère, surtout avec des manifestations cardiaques et endocriniennes. Pour la maladie de la ferroportine, il y a 2 types. Il faut retenir la plus fréquente parmi ces mutations. Et je pense qu'elle est forte. Comme vous le savez, la mutation HFE est rare. Probablement, on ne le sait pas, mais il est dit que la maladie de la ferroportine est fréquente en Afrique. Et probablement en Afrique du Nord. Donc, il faut retenir la maladie de la ferroportine qui est due à un déficit au niveau de la ferroportine, donc un blocage de la sortie de fer des macrophages, et par conséquent, le phénotype il est particulier, il est totalement différent de le déficit en hepcidine, vous aurez une surcharge macrophagique, qui veut dire surcharge macrophagique, c'est-à-dire splénique. On va le voir, il y aura plus de surcharge en fer au niveau de foie, mais essentiellement au niveau de la rate. Deuxième particularité de cette mutation, de cette maladie de la ferroportine, c'est le caractère transmissible autosomique dominant. Donc, il y aura plusieurs cas dans la famille. La surcharge en fer est macrophagique, mais la concentration de la transférine est normale, tout simplement parce que le fer ne peut pas sortir vers le plasma des macrophages, donc la transférine n'est pas saturée. La présentation clinique, c'est le même phénotype. Après, il faut prendre en considération l'âge des patients. Généralement, c'est une asthénie par augmentation cutanée, l'atteinte hépatique endocrinienne et sont agressées par un diabète, l'atteinte osseuse avec douleur articulaire. Pour arriver à encore une situation rare, génétique là, vous pouvez avoir une hyperferritinémie, c'est la séroplasminémie héréditaire. Comme vous le savez, la séroplasmine intervient dans le métabolisme du fer, mais aussi dans le métabolisme du cuivre. Donc vous aurez des manifestations cliniques en plus de l'hyperferritinémie qui vont orienter vers le maladie de Wilson, c'est un pseudo-Wilson en fait, avec des signes neurologiques. Vous aurez l'anémie microcytaire et le diagnostic est simple. Il n'y a pas de surcharge importante en dehors des macrophages, donc essentiellement macrophagique parce qu'il intervient dans le fonctionnement de la ferroportine. Donc le tableau clinique ressemble à celui de la maladie de la ferroportine en dehors que le dosage de la séroplasmine simple. Demandez la séroplasmine, c'est les basses, c'est les effondrées, ça vous oriente vers cette maladie. Le syndrome ferritine cataracte, c'est une autre mutation génétique, je l'ai dit tout à l'heure, en mutation de la L-ferritine, transmission autosomique dominante, donc d'autres cas dans la famille, notamment une cataracte bilatérale qui apparaît précocement dans la vie, et la concentration sérique, donc elle est normale, ainsi que le fer sérique. Là, c'était pour les formes génétiques les plus fréquentes. Par la suite, pensez à l'hyperferritinémie d'origine hématologique, dont le diagnostic est simple et facile, qui est basé sur l'interrogatoire. Donc,
transfusion itérative ou une dysérythropoïèse, notamment sur l'énumération en formule sanguine, vous aurez une anémie. Si vous avez une anémie avec une hyperfertilité, pensez à l'origine climatologique. Sans surcharge en fer, c'est le syndrome d'activation macrophagique et la maladie de Gaucher. Vous connaissez très bien le syndrome d'activation macrophagique. C'est une manifestation clinique de l'orage cytokinique. Ça veut dire une inflammation sévère, quelle que soit son étiologie, que ce soit infectieuse ou auto-immun ou médicamenteuse. Il faut y penser devant un syndrome fébrile, une hépatomégalie et surtout une cytopénie. Le diagnostic est simple. Donc, c'est la ponction sternale qui va visualiser l'hémophagocytose. Et là, en texte posé, en fait, vous avez des ferritines trop élevées, sans surcharge en fer. Ça arrive jusqu'à 10 000, parfois 50 000, dans un contexte d'inflammation et d'infection sévère. Le traitement est étiologique. La maladie de Gaucher, c'est une maladie lysosomiale qui est due à un déficit en glucosylcérébrosylase. Donc, les macrophages vont phagocyter les gleurocervoïdes, par conséquent, ils vont augmenter de volume. Et là où il y a des macrophages, il y aura une organomégalie, c'est-à-dire l'hépatomégalie, surtout la splénomégalie. Donc, si vous êtes devant une splénomégalie avec une thrombopénie sans hypertension portale, surtout chez l'enfant, il faut penser à cette maladie dont la diagnostic repose sur la biopsie. Pour arriver au plus simple, plus fréquent, plus évident, il faut y penser d'abord avant de se lancer dans tout ce qui est génétique. C'est le syndrome métabolique. Là, généralement, c'est le contexte. Et la ferritine dépasse jamais, je dis pas jamais, mais rarement 1000. Donc, si vous avez un syndrome métabolique avec une ferritine à 2000, c'est probablement pas un syndrome métabolique. Parce que le syndrome métabolique, la ferritine ne dépasse pas 1000. Il n'y a pas de surcharge en fer. Le syndrome inflammatoire, c'est simple, c'est la CRP et le contexte. Et la ferritine ne dépasse pas 500. L'alcool, c'est le contexte clinique, l'augmentation du gamma-GT et la macrocytose. Et la cytolyse hépatique, il faut commencer tout d'abord par demander des azates et des alates. La cytolyse musculaire, c'est le CPK qui va vous orienter. Alors, pour avancer dans le sujet, j'aimerais bien partager avec vous ce cas clinique très intéressant. On va voir ensemble. Il s'agit d'une femme qui est en surpoids, avec un BMI à 27, un syndrome métabolique manifeste avec une HTA, diabète type 2, il ne consomme pas d'alcool, elle consulte pour une asthénie chronique qui en trouve une ferritine à 3200 microgrammes par litre. Donc, ferritinémie importante en fait. L'hémogramme est normal, il n'y a pas d'anémie notamment, la CRP est normale. À votre avis, quelle serait l'étiologie de l'hyperferritinémie? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que c'est un syndrome métabolique? L'origine hématologique? Il n'y a pas d'anémie en fait, il n'y a pas de sérotonine. Un syndrome inflammatoire? Non, la CRP est normale. Il n'y a pas le contexte qui n'oriente pas vers un problème. Il s'agit probablement d'une origine génétique. D'autant plus que la ferritine est à 3200. Voilà ce qu'il faut faire, voilà la démarche et comment raisonner dans une hyperferritinémie. Il faut d'abord évoquer la surcharge, il faut savoir y penser, on y pense rarement. Il faut l'affirmer par la suite sur d'autres éléments, surtout le coefficient de saturation de la transférine, parce qu'il est variable. Commencez tout d'abord par une étiologie simple, évidente de l'hyperferritinémie, avant de se lancer dans l'enquête génétique, puis par la suite, si vous êtes perdu, il faut savoir s'il y a une surcharge en fer ou pas dans l'organisme. Parce que c'est la surcharge en fer qui est délétère, et des conséquences graves, il faut rapidement prendre en charge, et puis par la suite évaluer leur retentissement. Voilà comment définir la ferritine élevée. C'est plus de 300 microgrammes chez l'homme et 200 microgrammes chez la femme, et les majeurs lorsqu'ils dépassent 1000. Donc on commence toujours par éliminer une cause évidente, j'en ai parlé, je ne reviendrai pas, c'est le syndrome métabolique, l'alcool, l'inflammation, l'hémolyse, l'origine hépatique musculaire, et surtout à l'interrogatoire, les transfusions répétées. Donc là, c'est facile, c'est simple. Par la suite, pour s'orienter, la clé diagnostique, ça sera le coefficient de saturation de la transférine. Est-ce qu'il y a beaucoup de fer dans le plasma ou pas? Pour proposer cet algorithme, donc là, si vous avez un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 45%, c'est normal. Il faut penser à la maladie de la ferroportine, de type A, le plus fréquent, parmi les mutations génétiques des transporteurs, le syndrome ferritine cataracte et la séroplasminémie congénitale.
Lorsqu'il est supérieur à 45%, le chef de file, c'est l'hémochromatose HFE, et puis les autres, qui entraînent un déficit en hepcidine, le 2 et 3, qui sont beaucoup plus rares. Revenons à notre cas clinique, notre patiente, on avance. On a demandé un bilan hépatique, il est normal, donc c'est pas d'origine hépatique. Le coefficient de saturation de la transférine, il est à 38%, donc inférieur à 45%. Donc, la démarche diagnostique, on va s'orienter vers les étiologies qui sont responsables d'hyperferritémie avec un coefficient inférieur à 45%. Donc, après, pour avancer, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut affirmer la surcharge en fer de l'organisme. Il y a plusieurs moyens, parce que l'hyperferritémie n'est pas un bon moyen pour évaluer la surcharge. Il y a la biopsie hépatique qui, rarement, a une place limitée dans la quantification de surcharge en fer. L'examen le plus important, c'est la quantification, c'est l'analyse qualitative et quantitative de fer par l'IRM. Après, il faut trouver un radiologue qui est capable de faire cette technique. Elle est plus simple pour tout ce qui est qualitatif, donc ça montre un foie noir, ça veut dire qu'il y a une surcharge en fer, sinon après il faut quantifier. Et puis la méthode rétrospective par saignée, là vous avez les valeurs normales de l'IRM hépatique qui comparaient en fait en pratique en muscle paravertébral, là c'est l'aspect normal, là c'est une surcharge importante en fer, en séquence T2 vous avez le foie qui va apparaître noir, c'est-à-dire qu'il est surchargé en fer. Au-delà, et après il faut quantifier, c'est au-delà de 100 à 120 micromol que vous avez cet aspect. Ça vous oriente vers l'étiologie, évidemment, on va le voir. Chez ce patient par exemple, vous avez un foie qui est noir par rapport au muscle paravertébral, par rapport à la rate, et c'était une mutation de gène HFE avec une ferritine élevée et un coefficient de saturation de la transférine. Donc le IRM n'aura pas seulement un intérêt d'évaluation, mais aussi de diagnostic. Comme dans la maladie de la forme portine, j'ai dit tout à l'heure, il s'agit de surcharge non pas uniquement hépatique, mais aussi splénique. Donc, avant d'aller vers la recherche de mutations génétiques, sur l'IRM, vous pouvez être orienté vers cette maladie, parce que comme vous le voyez ici, vous avez à la fois le foie qui est noir et la rate. Ça veut dire qu'il y a une surcharge hépatique au fer et même de la rate. C'est la maladie de la forme portine, c'est le type A. Après, comment s'orienter vers une origine génétique? Il faut éliminer les causes évidentes, évidemment. Après, il y a le contexte familial. Si vous avez beaucoup de cas dans la famille, il faut penser à un problème de mutation dominante, c'est-à-dire la maladie de la ferroportine ou le syndrome ferritine cataracte. Et dans ce cas, il faut chercher la notion de cataracte dans la famille, surtout, qui apparaît à un âge trop précoce. Après, sur le contexte personnel, si vous êtes d'origine caucasienne, c'est plutôt la mutation HFE, la plus fréquente. Sinon, pensez aux autres types de mutations. Si vous avez un âge moins de 30 ans, c'est l'hémochromatose juvénile qui est très probable. Si vous avez une anémie avec des signes neurologiques, on est orienté vers la séroplasminémie. Le dosage est simple. Vous dosez la séroplasmie, c'est les bases, ça vous oriente vers cette maladie. Voilà l'algorithme qui est proposé. Devant l'hyperferritémie, le plus simple, commencer par éliminer les causes évidentes, notamment l'anémie, le syndrome métabolique, certains cas d'hyperthyroïdie. Par la suite, passer rapidement au coefficient de saturation de la transférine, qui est la clé diagnostique en fait. Et vous raisonnez en fonction des résultats. Si vous avez une hyperferritémie avec un coefficient de saturation supérieur à 45%, il ne faut pas hésiter, il faut aller voir la mutation de gène HFE. Soit qu'il est positif, c'est l'hémozygosite C282Y, c'est négatif. L'étape suivante sera de voir s'il y a ou pas une surcharge en fer au niveau hépatique. C'est le rôle de l'IRM hépatique. Donc si vous avez une surcharge, il faut penser encore aux hémochromatoses génétiques non HFE, c'est le 2, le 3, et le 4P, c'est le plus rare. S'il n'y a pas de surcharge, il faut revenir à l'interrogatoire pour voir si vous n'avez pas raté quelque chose d'évident. Dans la situation où vous avez une ferritine élevée, mais un coefficient de saturation normal, toujours la cause la plus simple, évidente. Et puis par la suite, on raisonne en fonction du taux de la ferritine. Si la ferritine est inférieure à 1000, il faut absolument voir s'il n'y a pas une cause que vous avez ratée à l'interrogatoire avant de vous lancer dans ce qui est compliqué. Si la ferritine est l'hyperferritémie majeure, il faut évaluer la surcharge. Et après, vous raisonnez. Si vous confirmez la surcharge en fer
hépatique, ou splénique, c'est la maladie de la ferroportine, sinon c'est la séroplasminie. Dans les autres situations, il n'y a pas de surcharge en fer, avec une ferritine supérieure à 1000. L'origine génétique, c'est le syndrome ferritine cataracte, la maladie de Gaucher. Donc, revenons au cas clinique, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'IRM hépatique. Qu'est-ce que vous constatez? Ça veut dire quelle maladie? C'est la maladie de la ferroportine qui est très probable, en fait. Si chaque patiente, voilà. Et puis par la suite, ça a été confirmé, vous avez confirmé la surcharge en fer dans l'organisme. C'est hépatique, splénique, donc il y a un risque d'atteindre d'autres organes. Donc il faut évaluer le retentissement de cette surcharge en fer. Donc l'évaluation cardiovasculaire, osseuse, pancréatique, mais surtout l'élasticité hépatique. Je ne reviendrai pas sur tout ça, ça a été bien dit toute la matinée. Ça repose essentiellement sur l'élastométrie hépatique. Donc vous le savez très bien. Mais il faut garder à l'esprit, en cas d'hémochromatose génétique, il y a des facteurs prédictifs de lésions sévères au niveau hépatique, de fibrose sévère, lorsque la ferritine est supérieure à 1000, ou les transaminases élevées, ou les pathomégalies. Là, il faut discuter la biopsie hépatique. Sinon, c'est l'astométrie, c'est les moins 1 à 2, 6 kPa. Vous éliminez l'hépatopathie chronique avancée, c'est le supérieur à 12, c'est sur 12, on veut faire une biopsie hépatique. Donc, le diagnostic, après, chez la patiente, on a dosé quand même la séroplasmine, parce que c'est le même tableau clinique, on ne voulait pas aller plus loin vers la mutation génétique, il faut absolument éliminer un déficit de la séroplasmine, même s'il n'y a pas d'éliminer de ces neurologies, qui était normal. On a fait une biopsie hépatique qui a confirmé la surcharge en fer, à la fois hépatique, et en plus, il a montré une stéatose hépatique. Donc, il y avait plusieurs facteurs. Il y avait le syndrome métabolique, mais il y avait le rôle de la ferroportine, le diagnostic retenu au final, c'était la maladie de la ferroportine chez la patiente. Après, on ne va pas traiter toutes les hyperferriténémies, il faut traiter la cause d'abord, mais ce qui est recommandé, c'est le traitement symptomatique en cas de complications. En cas d'origine hématologique, c'est le fer, c'est les chélateurs de fer, pardon, soit par voie orale ou injectable. Les saignées sont réservées aux formes génétiques, tout simplement parce que les malades en atteinte hématologique avec déjà une anémie ne tolèrent pas les saignées. Pour finir, les perfectilémies, situation fréquente, comme on a démontré, il ne traduit pas toujours une surcharge en fer plasmatique ou viscérale. Vous avez des petits diagnostics qui vont vous permettre d'avancer dans votre raisonnement. C'est essentiellement le taux de la ferritine, la coefficient de saturation de la transférine et l'IRM hépatique. Il faut toujours s'acharner à éliminer le syndrome métabolique qui est la cause la plus fréquente de cette hyperferritémie avant de se lancer dans les situations génétiques. Il faut y penser après et savoir éliminer une cause évidente. Si vous avez un coefficient de saturation supérieur à 45%, c'est la mutation de VHFE, et ça, il est réalisable. Si le coefficient de saturation est inférieur à 45%, avec une surcharge hépatique ischémique en fer, c'est la maladie de la ferroportine. Ne pas oublier l'évaluation de retentissement de cette surcharge, surtout si vous avez une surcharge majeure avec une ferritine supérieure à 1000 ou une surcharge confirmée sur l'IRM, hépatique, cardiaque, endothélienne. Évaluer la fibrose hépatique, parce qu'il y a un risque de cirrhose par le fibroscan. Ne pas oublier de dépister le carcinome hépatocellulaire en cas de fibrose avancée. Le traitement, c'est en fonction de l'étiologie, bien sûr, mais il faut garder à l'esprit qu'en cas d'hémochromatose génétique, on peut proposer des saignées, mais en cas d'origine hématologique, c'est les chélateurs. Je vous remercie. Merci pour vous parler des situations pathologiques qu'on rencontre dans notre pratique quotidienne, mais malheureusement qu'on parle peu de leur réunion scientifique. Encore merci, et la parole est à ça. Merci, c'est Odette, et merci au bureau d'avoir choisi ce thème qui est original. Donc, moi, j'ai pas une question, je voulais juste vous préciser, chaque fois que vous dites, s'il y a une surcharge en fer, est-ce que vous pouvez préciser à la salle, c'est quoi la surcharge? Comment on peut l'évaluer sur le plan clinique ou biologique? Donc, comme j'ai dit là, en conclusion, si vous pouvez demander une IRM hépatique, c'est plus simple. C'est l'IRM hépatique qui va évaluer la surcharge. Au départ, j'ai une hyperferritinémie. Oui. Avec surcharge ou sans surcharge, est-ce qu'il y a des critères biologiques pour dire que c'est une surcharge? Non.
Alors, sur la biologie, soit le taux de ferritine qui est trop élevé, donc il faut y penser, mais la ferritine à elle seule n'est pas vraiment un bon argument pour dire qu'il y a une surcharge importante pour faire ton organisme. C'est essentiellement la quantification, soit une biopsie hépatique, quand on ne la fait pas en pratique, soit l'IRM, soit rétrospectivement par les saignées. Lorsqu'on fait des saignées aux patients pour ramener une ferritine à 50, le normal, après vous avez le nombre de litres qu'il faut diviser par 2. Parce que tout simplement, 1 litre de sang, c'est 500 mg. Donc si pour arriver à une ferritine à 50, on a eu besoin de soustraire, par exemple, 2 litres ou 4 litres, il faut diviser par 2. 4 litres, ça fait 2 grammes. D'autres questions? Je profite du micro. Professeur Roda, est-ce que l'hyperferritémie constitue un élément pronostic péjoratif dans certaines pathologies, par exemple l'âge? Oui, bien évidemment. Dans la nage, je ne pense pas que ça ait été. Parce que finalement, vous avez une ferritine qui ne dépasse pas 1000. Je ne pense pas que ça constitue un facteur de. Sauf si vous dites le contraire. Par contre, pour les maladies infectieuses, vous avez une expérience de la Covid, à chaque fois, c'est là où on a commencé à comprendre que la ferritine peut être élevée en cas de syndrome inflammatoire. Le syndrome inflammatoire, il a un intérêt, un facteur prédictif. Le monomatogénétique, c'est confirmé. Au-delà de 1000, il est prédictif de modèle musculaire infection. La question? Oscar Ferrer.